Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis Chloé, médium et thérapeute holistique. J'ai créé cet espace pour briser les tabous et les silences autour de la mort, du deuil et de l'au-delà. J'ai à cœur d'évoquer des sujets tels que l'invisible, le paranormal, mais aussi de mettre en lumière nos émotions, l'impact du transgénérationnel dans nos vies et la guérison de l'âme au sens large. Ici, pas de cadre rigide, pas d'injonction, ni de spiritualité bienséante, mais simplement de la bienveillance, de l'authenticité et de la transparence. Chaque épisode est une invitation à vous questionner sur votre rapport à la vie, à la mort et aux liens qui nous unissent. Si vous êtes partant, alors installez-vous et respirez, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à vous dans ce 3e épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est souvent entouré de mystères et de tabous. Un sujet qui peut faire un peu peur, mais qui, lorsqu'on le comprend, devient un peu moins intimidant. Que se passe-t-il réellement après un décès? Quelles sont les étapes côté administratif, côté humain et aussi côté invisible? Je vais vous guider aujourd'hui pas à pas. Imaginez qu'on marche ensemble à travers ces moments difficiles pour comprendre comment ça se passe chez une pompe funèbre et peut-être que ça pourra apaiser certaines de vos craintes. Je me permets aussi de faire une petite parenthèse pour vous rappeler que cet épisode se base uniquement sur mon expérience personnelle qui implique les différentes casquettes que j'ai pu porter au cours de ma vie, à savoir clerc de notaire, médium, généalogiste et conseiller funéraire. Même si je n'ai jamais exercé ce métier, j'ai obtenu mon diplôme de conseiller funéraire et j'ai fait un stage dans une entreprise de pompes funèbres pendant plusieurs semaines. Donc voilà, parenthèse fermée, il me semblait important de rappeler ce point. Donc le moment du décès concrètement. Prenons exemple sur un cas classique et simple, c'est-à-dire un décès sans obstacle médico-légal qui impliquerait une autopsie par exemple. Imaginez que vous êtes à la maison avec votre proche, il se sent mal, il fait un malaise, mais vous êtes à l'étage, vous faites le ménage, vous êtes occupé, vous avez la musique, que sais-je, et vous accourez, mais malheureusement il est trop tard. À ce moment précis, tout se mélange, le choc, la panique, le déni, la tristesse, l'angoisse, tout s'emballe et c'est totalement normal. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la première étape, c'est le constat du décès. À domicile, on appelle le médecin traitant, SOS médecin ou bien le SAMU. Et ils vont venir, le médecin va venir constater le décès à votre domicile ou même parfois sur la voie publique et vous remettre le certificat de décès qui est la clé pour la suite des démarches. À l'hôpital ou en EHPAD, c'est le personnel médical qui s'en charge, donc généralement vous n'avez rien à faire. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'un bracelet d'identification est posé sur le défunt dès que le médecin arrive et constate le décès, et qu'il vérifie son état civil. Ça peut aussi être les pompes funèbres qui posent ce bracelet ou bien le personnel médical si la personne est à l'hôpital ou en EHPAD. Et ce bracelet suivra votre proche jusqu'au bout et à plusieurs reprises au cours de l'organisation des obsèques et des soins par exemple qui lui seront faits. On vérifiera son bracelet pour être sûr qu'il s'agit bien de la bonne personne. Ça c'est important, il ne peut pas y avoir de confusion, de défunt, mettre la mauvaise personne dans le mauvais cercueil, c'est pas possible, enfin en réalité ça a déjà dû arriver, mais les risques sont très minimes parce que c'est vraiment la chose qu'on apprend en premier quand on est chez les pompes funèbres, c'est toujours vérifier l'identification de la personne décédée. Ensuite, une fois que vous avez appelé le médecin, qu'il est venu constater le décès, que vous avez le certificat de décès, il faut choisir une pompe funèbre. Je le répète souvent, prenez le temps de demander plusieurs devis. Vous avez ce droit, vous pouvez entrer chez les pompes funèbres, faire un rendez-vous avec un conseiller funéraire qui vous présentera les prestations, etc., qui vous rendra un devis à la fin. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter en premier lieu, vous pouvez sortir de l'agence et aller à l'agence d'en face pour demander un second devis afin de comparer les prestations, le ressenti que vous avez eu avec la personne, le feeling de la personne qui vous a reçu, le prix aussi. Voilà, vous avez cette possibilité, vous n'êtes pas obligé d'accepter un premier devis dès le départ. Et aussi, vous avez la possibilité de simplement choisir en fonction de votre éthique et de la pompe funèbre qui vous paraît être la plus représentative de l'idée que vous avez d'une pompe funèbre. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, la manière dont je le dis, je sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que
le morguiste par exemple, si vous allez voir votre proche à la morgue de l'hôpital ou en EHPAD, ou même un médecin peut vous conseiller fortement une pompe funèbre en particulier. C'est un moment dans lequel on est vulnérable et parfois on ne pense pas forcément qu'on a ce choix d'aller voir diverses pompes funèbres, mais je vous le dis, vous avez le choix, donc ne vous sentez pas forcé par le personnel soignant ou un médecin ou autre de choisir une pompe funèbre en particulier. Même si de manière générale le personnel soignant et les médecins ne forcent jamais, mais ils peuvent orienter si jamais vous demandez conseil. Sachez que vous n'êtes pas obligé de choisir la pompe funèbre qu'ils vous conseillent. Ensuite, donc une fois que vous avez choisi votre pompe funèbre, dans les 24 heures après le décès doit être déclaré à la mairie avec le certificat de décès que le médecin aura dressé. Souvent, ce sont les pompes funèbres qui s'en occupent et vous n'avez pas à vous déplacer en mairie. Toutefois, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez le faire. N'importe qui peut déclarer un décès, d'autant que vous êtes un proche, donc vous pouvez tout à fait vous rendre à la mairie pour déclarer le décès. Une fois ces deux premières étapes passées, vous devez commencer à prendre les premières décisions quant à l'organisation des funérailles. Donc on doit généralement désigner ce qu'on appelle le pouvoir, c'est-à-dire la personne qui va signer les documents et régler les frais funéraires. Et donc c'est aussi elle qui autorisera le transport du corps. On choisit donc si le corps reste à domicile, s'il est placé en chambre funéraire ou en chambre mortuaire si le décès a eu lieu à l'hôpital. C'est un choix qui mêle émotion et logistique. Et il n'y a pas de bonne réponse, juste celle qui vous semble la plus juste à l'instant T ou celle bien évidemment qui correspond aux volontés du défunt. Ensuite viendra la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport à la présentation du défunt. Est-ce que on choisit une toilette mortuaire, c'est-à-dire un lavage, coiffage et habillage, ou est-ce qu'on procède à des soins de conservation? La toilette mortuaire, c'est un moment parfois apaisant où la famille peut, si elle le souhaite, participer à la toilette avec une personne qui fait partie du personnel des pompes funèbres, ou alors simplement choisir les vêtements. Mais on peut aussi choisir de faire un soin de conservation qui n'est pas obligatoire. C'est un soin plus invasif avec l'injection de produits à base de formaldéhyde pour vraiment ralentir les effets du temps et permettre à la famille de se recueillir plus longtemps si la date des obsèques est dans par exemple une semaine ou 10 jours. Ça permet vraiment de redonner plus de couleur à la personne décédée. Voilà, parfois les gens disent on dirait qu'elle dort. Oui et non, on voit quand même que la personne est une enveloppe charnelle vide, mais c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre un soin de conservation et une toilette mortuaire. Tout dépend aussi de la confession religieuse de la personne décédée, de ce qu'elle souhaitait de son vivant. C'est vraiment un choix propre à la famille, mais sachez que ce n'est pas une prestation obligatoire. Souvent, les pompes funèbres vous le comptent d'office dans le devis. Ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de faire un soin de conservation. Après, tout dépend évidemment les circonstances du décès et aussi, comme je le disais, la date des obsèques, enfin de l'enterrement ou de la crémation, et aussi de la météo, même si généralement les salons de présentation en chambre funéraire sont climatisés. Bon, ça dépend de plein de choses et en fonction du contexte, le conseiller funéraire qui vous recevra sera à même de vous conseiller ou pas un soin de conservation. Mais sachez que, encore une fois, personne ne peut vous forcer la main pour faire ce soin parce qu'il n'est pas obligatoire. Et aussi, je tiens à le préciser, aucun organe n'est enlevé pendant un soin de conservation. La personne n'est pas éventrée, rien n'est prélevé sur son corps. C'est vraiment un soin qui vise à injecter du formol. Les pratiques varient, mais en tout cas elles restent toujours très respectueuses. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires de ce podcast parce que je pourrais organiser éventuellement un épisode avec un thanatopracteur. Si vous êtes intéressé par cette pratique, évidemment. Ensuite, par rapport à l'organisation des obsèques en tant que telle, donc là viennent les grands choix.
l'inhumation ou la crémation, le type de cercueil, l'urne à choisir, le capiton à mettre dans le cercueil qui lui aussi n'est pas obligatoire, la date et le lieu, est-ce qu'on met une table de signature, est-ce qu'on choisit de prendre les fleurs via les pompes funèbres ou non. Pas mal de choix qui vont s'imposer à vous dans cette épreuve difficile, mais encore une fois, le conseiller funéraire est là pour vraiment vous aiguiller. Et en tout cas aussi, le plus important, c'est que ça dépend de la volonté du défunt et de ce que la personne souhaitait de son vivant. Est-ce qu'elle souhaitait être inhumée? Est-ce qu'elle souhaitait être crématisée? D'ailleurs, on ne dit pas incinérée. Pour un humain, on dit crématisé parce que l'incinération, c'est pour les déchets. Voilà, parenthèse fermée. Le délai légal actuel entre... voilà, pour... enterrer, je vais dire comme ça, une personne qui est décédée, c'est de 24 heures à 14 jours après le décès. Et c'est un moment étrange parce que le corps est encore là et pourtant la personne est déjà ailleurs. Et c'est un peu une période où le temps semble suspendu, où on est pris dans les démarches administratives, on va visiter la personne pour la veiller, on est à ses côtés et à la fois on se rend bien compte que la personne est partie. Mais on n'a pas encore ce détachement forcé qui arrive au moment de la crémation ou de l'inhumation, puisqu'on peut encore toucher la personne et la voir. Par rapport à la cérémonie, alors elle peut être religieuse, civile ou totalement personnalisée. Certaines familles choisissent de faire une cérémonie laïque dans leur jardin. Vous pouvez choisir les musiques, les photos, prévoir un rituel d'écriture. Il y a vraiment 1000 façons de rendre hommage à une personne. En fait, en réalité, il y a autant de façons de rendre hommage à un défunt qu'il y a de défunts. C'est vraiment une cérémonie qui peut être personnalisée et vous pouvez poser toutes vos questions aux pompes funèbres. S'il y a quelque chose que vous ne pensez pas être possible, vous pouvez quand même leur demander parce que eux seront en mesure de vous aider à réaliser la cérémonie parfaite pour rendre hommage à votre proche décédé. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Pour l'inhumation, ça peut être en caveau ou en pleine terre. Pensez bien à vérifier voilà, la concession familiale et surtout à amener les papiers aux pompes funèbres pour voir s'il y a toujours assez de place dans la concession ou s'il faut prévoir des réductions de corps. Donc c'est en gros les personnes qui sont inhumées dans la concession depuis plusieurs années, on va venir récupérer les ossements puisqu'il ne reste généralement plus que les ossements au bout d'un certain temps. Je vous parle des personnes qui sont inhumées depuis 40 ou 50 ans dans la concession. Les arrière-grands-parents par exemple, si c'est une concession familiale, on va venir récupérer les ossements des personnes inhumées depuis le plus longtemps et on va les mettre ce qu'on appelle dans un reliquaire où on peut mettre 2 personnes par exemple. Dans un même reliquaire, on met les ossements dans une même boîte et ça fait une place supplémentaire, puisque c'est une petite boîte, ça fait une place supplémentaire pour un nouveau cercueil et donc pour votre proche qui vient de décéder. Ça peut aussi être une crémation, donc là le cercueil est introduit dans un four à environ 900 degrés pendant 2 à 3 heures. Ça dépend de la corpulence de la personne, mais généralement c'est le temps qu'il faut pour crématiser un défunt. Et ce qui reste, ce sont les os. Il n'y a pas de cendres de bois dans les cendres que vous récupérez suite à une crémation parce que la température est tellement élevée qu'en fait ça fait vraiment comme une combustion et ça part en fumée. Je sais pas comment le dire autrement. Ce qui reste, ce sont vraiment les os, le métal, donc si la personne avait une prothèse de hanche par exemple. Et donc les os ensuite, une fois que les cendres que la personne a été crématisée, on récupère donc ce qu'il reste, donc des cendres et des os, et les os sont broyés pour être réduits en cendres ensuite et ensuite être rendus à la famille. Donc oui, c'est bien votre proche qui est dans le cercueil, ce n'est pas du bois et ce n'est pas quelqu'un d'autre par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport au bracelet, on vérifie toujours l'identité et le cercueil est scellé et il y a la police qui vient, quand il y a une crémation, la police vient identifier la personne qui est dans le cercueil grâce à ce bracelet et vient sceller le cercueil avant la crémation. Donc vous pouvez voir sur le cercueil quand vous faites une cérémonie au crématorium, il y a une petite scellée, c'est comme une gommette de la police
Avant ça se faisait avec de la cire, comme de la cire de bougie, avec un seau, mais aujourd'hui ça se fait avec une petite gommette qui se met sur les vis du cercueil, et c'est une scellée qui assure l'identité de la personne qui est à l'intérieur du cercueil. Donc les cendres que vous récupérez, c'est bien votre proche, et il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc cette cérémonie, souvent, c'est un moment très fort parce que c'est la vraie séparation physique. Et c'est vraiment là où on conscientise qu'on ne verra plus jamais la personne. Donc émotionnellement, c'est un moment très fort et difficile à vivre. Après la cérémonie, si c'est une inhumation, la tombe devient un lieu de mémoire où on peut se rendre régulièrement pour la fleurir, pour ramener des objets, pour poser des lettres. C'est un lieu vraiment qui devient représentatif de la personne qui est malheureusement décédée et qu'on a perdue. Si c'est une crémation, les cendres peuvent être conservées un certain temps par le crématorium si vous n'avez pas la force de venir rechercher l'urne tout de suite après la crémation, la semaine qui suit par exemple, le crématorium peut garder gratuitement l'urne pendant une année. Sinon, l'urne peut être placée en columbarium où vous pouvez prévoir une dispersion des cendres en nature avec les autorisations, les déclarations à faire d'un point de vue administratif avant évidemment, ou alors vous pouvez aussi prévoir une immersion avec par exemple une urne en sel où vous déposez simplement l'urne dans la mer et il n'y a pas d'urne par exemple à garder par la suite, parce que si vous dispersez les cendres, ensuite l'urne vous la gardez et vous n'en faites rien. Donc je trouve que l'immersion c'est une bonne option et c'est l'option pour laquelle j'opterai personnellement quand je serai décédée. Enfin c'est ce que je dirais à mes proches en tout cas. Enfin, côté administratif, un notaire peut gérer les démarches auprès des organismes retraite, assurance par exemple, opérateurs de téléphone, EDF, voilà. En fonction des notaires, il y en a qui écrivent pour prévenir que la personne est décédée. Il y en a d'autres qui ne le font pas, mais si vous le demandez, les pompes funèbres peuvent aussi vous proposer un service d'aide administrative ou bien des modèles de courrier à envoyer à tous ces organismes suite au décès. Et puis, après ça, vient le silence, et c'est ce moment où, après l'action, on réalise vraiment l'absence de la personne. Et pour beaucoup, c'est là que le deuil commence. Souvent, le deuil commence un peu à retardement après toute cette période d'organisation des obsèques et les obsèques. Et voilà, quelques jours après les obsèques, le silence et le manque commencent à s'installer. Donc c'est vraiment là que la période vraiment très difficile commence. Et au moment du décès, voilà, si on veut avoir un regard un peu plus spirituel sur tout ce que je viens de dire, au moment du décès, voilà, l'âme se sépare du corps. Et on parle aussi souvent de cette expérience de 1907 où un médecin, Duncan McDougall, aurait mesuré une perte de 21 grammes au moment de la mort. Donc scientifiquement évidemment c'est discutable, mais symboliquement c'est beau, l'idée que l'âme laisse une trace physique en s'en allant et que un défunt perdrait 21 grammes au moment de son décès, 21 grammes qui serait le poids de l'âme. C'était pour l'anecdote, mais je trouve que c'est plutôt intéressant comme théorie, encore que difficile à vérifier puisque au moment du décès il y a tout un tas de changements corporels qui se passent, bon, des fluides qui se perdent, etc. Donc symboliquement, je trouve que c'est plutôt joli de retenir que l'âme laisse une trace et qu'elle peut peser 21 grammes. Je crois aussi que l'âme reste parfois près de nous pour écouter, sentir et voir nos adieux. Les signes existent, un parfum familier, un rêve ou une sensation, faites-vous confiance sur ce que vous percevez après le départ d'un proche et vous pouvez aussi leur parler parce qu'ils vous entendent. Donc voilà, pour conclure, si j'ai voulu partager tout ça avec vous, c'est parce que je trouve qu'il y a énormément de tabous autour de la mort. Et c'était pour rendre ça un petit peu moins tabou et moins effrayant. Savoir ce qui se passe après un décès et comment gérer avec les pompes funèbres, c'est aussi reprendre du pouvoir sur la façon dont on se dit au revoir et sur l'hommage qu'on veut rendre à nos proches.
Rappelez-vous que vous avez le droit de vivre votre deuil à votre rythme et surtout si vous avez besoin de soutien, qu'il soit médiumnique, énergétique ou juste humain, n'hésitez pas à m'écrire, je suis là pour vous et je souhaite beaucoup de courage et j'envoie beaucoup d'amour à toutes les personnes qui vivent un deuil actuellement. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.